Hello les maîtres du jeu, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir le docteur François Ledoz. Docteur Ledoz, vous êtes médecin neurologue et vous avez créé un modèle qui va au-delà de la théorie polyvagale, une forme de TPV augmenté couplé avec l'IFS que vous avez appelé l'intelligence relationnelle. Mhm. Pouvez-vous nous présenter votre modèle? Bonjour Sandra, merci de cette opportunité que vous me donnez de présenter ce modèle que j'ai créé, Merci à vous. l'intelligence relationnelle. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Alors, oui, vous voulez que je présente ce modèle. En fait, ce modèle, c'est un modèle de la dissociation traumatique. C'est vraiment son objet de traiter la dissociation traumatique qui est la marque, la trace dans le cerveau du traumatisme psychique, c'est-à-dire la façon dont le cerveau euh, s'adapte pour permettre à l'individu de survivre à un traumatisme. Le traumatisme étant pour moi, dans mon esprit, toujours la conséquence d'une exposition à un danger sans expérience de retour à la sécurité, pour faire très simple. Parce que pour moi, toutes les situations traumatiques se résument à ce point de convergence, c'est-à-dire la trace dans le cerveau euh, qui est laissée par cette situation et donc la mise en place de ce qu'on appelle la dissociation traumatique, on va pouvoir y revenir. Donc ce modèle vise à traiter le cerveau en traitant la dissociation traumatique pour permettre au cerveau de récupérer ses fonctions pleines et entières au service de la vie psychique et de la vie biologique et aussi de la construction des groupes humains plus stables et résilients. Ça va au-delà du traitement individuel du traumatisme psychique. Mais si on parle vraiment, si on va se concentrer sur ce sujet aujourd'hui, donc l'objectif c'est de traiter la dissociation traumatique. En quoi comment ça a émergé chez moi? Bien, à partir de ma pratique de l'IFS, j'étais formateur au modèle IFS, j'ai été confronté à un certain nombre de défis cliniques et ça m'a amené, chemin faisant, à travers la rencontre avec Déborah Dana et la théorie polyvagale, euh, en particulier aussi Deirdre Fay qui m'a ouvert au monde de la métacognition, à mettre au point cette méthode euh, qui donc se source en fait dans trois modalités en fait, l'IFS, la théorie polyvagale et de façon plus large les neurosciences du trauma et Mhm. aussi la théorie de l'attachement. Donc c'est pas une simple addition, ce sont des origines, ce sont des racines qui permettent l'émergence d'un modèle innovant, original du traitement de la dissociation traumatique. Et vous parlez d'une résolution dans le cerveau. Avec la théorie polyvagale, on parle beaucoup des messages qui viennent du corps, des traumas qui s'engravent dans le corps. Ça l'inclut aussi, c'est complémentaire. Alors, Comment ça se passe? bien sûr, ça c'est c'est le grand courant, je pense, qui s'inscrit dans le champ du psychotraumatisme, la prise en charge du psychotrauma, les neurosciences du psychotrauma, l'importance du corps dans cette expérience du trauma. Le traumatisme, c'est pas une expérience symbolique, c'est pas une expérience symbolique à la base, c'est une expérience à la base physique, corporelle. Voilà. Et donc le livre qui a fait Flores, là, le livre de Bessel van der Kolk qui s'appelle Le corps n'oublie rien, qui a été vraiment un énorme succès de librairie, vraiment marque cette euh, cette évolution. Donc aujourd'hui, on ne peut plus considérer on doit considérer que le traumatisme psychique, ça, ceci est inscrit dans une blessure du cerveau. Et ce cerveau étant relié au corps, on ne peut pas faire la différence entre aujourd'hui un symptôme, enfin, dissocier la symptomatologie psychique du corps. Donc, pour le dire autrement, l'apport, ce que j'ai moins pu réaliser, réfléchir et modéliser, c'est comment prendre réellement cette dimension corporelle en compte dans la prise en charge clinique, dans la science avec le patient. La TPV a été de ce point de vue-là vraiment une porte d'entrée conceptuelle et pratique très importante que j'ai complétée par la métacognition pour proposer un modèle, une méthode concrète d'intervention relationnelle que j'appelle l'engagement thérapeutique conscient. L'engagement thérapeutique conscient, c'est euh, apprendre à s'engager
physiquement, cognitivement, émotionnellement auprès de nos patients en tant que thérapeute pour permettre au système nerveux de ces personnes de recevoir les informations dont il a besoin pour sortir de la dissociation traumatique. Ma compréhension à l'heure actuelle, c'est que certaines dissociations traumatiques ne peuvent être levées que grâce à l'engagement du thérapeute. Et l'engagement thérapeutique, moi j'appelle thérapeutique conscient, et ça va contre toute une histoire et comment dire, une philosophie de la psychothérapie qui pouvait tout à fait se justifier à une époque, qui dans de nombreuses méthodes, on met en garde contre ce rapprochement du thérapeute, le fait que le thérapeute parle de lui-même, s'engage dans des procédures physiques en particulier. Donc, toutes ces mises en garde avaient été tout à fait justifiées à une époque où, effectivement, on n'avait pas suffisamment d'outils conceptuels pour permettre au thérapeute de gérer ce qu'on appelle le contre-transfert, parce qu'il se passe en lui en relation avec son client. Donc, il valait mieux, à une certaine époque, ne pas s'engager dans ce champ-là s'il pouvait y avoir des risques, et les risques sont certains, les risques de transfert, contre-transfert à Algérie, les abus, ça, il faut le nommer. Mais tout cela étant considéré et compte tenu des avancées conceptuelles que nous offrent les neurosciences, enfin toutes ces nouvelles approches, je pense aujourd'hui que, en tout cas, c'est mon sentiment à travers la mise au point de l'engagement thérapeutique conscient du modèle d'intelligence relationnelle, qu'on peut vraiment proposer à nos patients des modes d'intervention de ce type. Et pour revenir au corps, c'est une façon de prendre en compte le corps que de s'engager avec notre patient pour lui permettre de faire des expériences correctrices. Parce que dans le trauma, il a fait une expérience à travers son corps d'abus, de manque d'attention, de négligence. Enfin, toutes les expériences qui ont été traumatiques se sont faites à travers le corps. Mm-hmm. Et penser qu'on va pouvoir régler ça par des représentations symboliques ou des interventions distantes, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être vraiment considéré, revu fondamentalement, cela. Vous avez une approche qui est thérapeutique. Moi, j'ai beaucoup étudié la théorie polyvagale. Quel est l'apport de la théorie polyvagale dans la thérapie? Comment le thérapeute peut-il aider à sortir des états figés des dissociations? Peut-être pour commencer, c'est quoi le lien entre un état figé et une dissociation? Comment on peut se dire, en observant ces états TPV, bah là, je suis bloqué dans un état, peut-être qu'il y a des dissociations. Comment on arrive à cette conclusion-là? Mhm. Il faut juste considérer que l'état figé, si on le prend au sens premier du terme, c'est-à-dire la sensation de figement dans le corps, au sens de je ressens une énergie basse, c'est pas une idée que j'ai, je suis figé sur moi-même, c'est une expérience que je fais à l'intérieur de mon corps. Cette expérience d'état figé est en lien avec une dissociation. C'est-à-dire que ce qui se passe derrière, si on complète la lecture du trauma fournie par la théorie polyvagale par d'autres modèles neurobiologiques comme la cascade de défense, on se rend compte que dans ce mécanisme de figement, enfin, derrière le mécanisme de figement, il y a des phénomènes neurobiologiques. Fondamentalement, ces phénomènes peuvent se résumer de façon très simple à la sécrétion d'endorphines, d'opioïdes dans le cerveau. Donc, le point, c'est d'arriver à faire le lien entre je suis figé, ceci étant en lien avec le thérapeute hier va faire ce cheminement, mon patient se sent figé, il est dans un état de dérégulation et la théorie polyvagale nous propose de considérer, je fais rapidement là que s'agit d'un état dérégulé du vagal dorsal. Derrière ça, on va un peu plus loin. Le thérapeute va se dire qu'il s'agit donc derrière ça d'une mise en jeu de substances opioïdes sécrétées par le cerveau pour, pour permettre de survivre au danger. Mm-hmm. Donc l'idée déjà, c'est que ce que propose la théorie le modèle d'intelligence relationnelle, c'est d'avoir une lecture déjà très claire de ça. Tout ça n'est pas mystérieux. Tout ça est clair et simple. Donc, ça a été mis en place par le cerveau. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est expliqué. Donc, à partir du moment où ça a été mis en place, eh ben, ça peut être défait, ça peut être déprogrammé. Ça, c'est la première chose. Donc, le thérapeute hier, dans sa formation, il est déjà tout à fait clair là-dessus.
Et donc, ce qu'on va lui proposer de considérer, c'est que si la dissociation sous-jacente ou l'état de figement a été mis en place par une situation relationnelle dangereuse, ben, le thérapeute va consciemment lui proposer au système nerveux du client l'inverse, c'est-à-dire une situation physique très sécure, à la fois psychique et physique très sécure. On va appeler une situation en lien avec la sécurité de la figure d'attachement thérapeutique qu'est le thérapeute hier. Et Mhm. à travers ça, ce que nous observons, et on pourrait revenir sur le pourquoi de cette raison-là, enfin, pourquoi l'explication neurologique, c'est que le cerveau, c'est comme si le cerveau pouvait associer deux informations. Il y a le trauma et puis il y a dans le présent cette situation complètement sécure dont il fait lui-même expérience. Il n'a pas besoin d'endorphine pour faire l'expérience d'un tiers proche alors qu'il en a eu besoin dans le passé. Il a les deux informations qu'il traite et il sort de la dissociation. Parce que Vous le aviez fait un cerveau, schéma qui était très parlant où on avait le patient qui était prostré en dorsale, en bas de l'échelle, et il y avait le thérapeute qui lui lançait une corde pour aller le chercher c'est et l'aider ça. à remonter dans cet Voilà. état sécure au présent. J'aimais beaucoup cette Alors, c'est représentation. ça. C'est ça. Alors, en fait, dans cette situation, quand on représente, on indique que le thérapeute s'engage et va chercher le client, en fait, il va le chercher, c'est-à-dire il s'engage pour lui manifester qu'il observe qu'il est dans une situation de figement et qu'il a besoin de co-régulation et d'un engagement. Mais il va pas ce qu'il va faire, le thérapeute, c'est dans la conscience que c'est pas en le tirant qui va résoudre le problème, ça va rien résoudre du tout, c'est en lui permettant de faire l'expérience consciente que il est figé, il fait une sorte de figement parce qu'il a été lâché par une figure d'attachement ou par quelqu'un qui l'a maltraité à une époque, personne n'est venu le chercher dans cette situation, et qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un le fait, non seulement le lui dit, parce qu'on pourrait il se le représente, mais quelqu'un agit concrètement, le fait concrètement, Mm. et donc faire l'expérience des deux situations. C'est pas tant le fait qu'on aille le tirer qui règle le problème, c'est surtout que le client fasse l'expérience qu'il y a deux individus, deux tiers, l'un complètement sécure et l'autre qui a été dangereux, et donc permettre de sortir de ça, et permettre au cerveau de faire les réaménagements internes pour lui permettre de sortir de la dissociation et ainsi de ne pas être dépendant du thérapeute. Parce qu'un des grands risques, Oui, si on s'engage et qu'on ça passe pas par un travail neurobiologique chez le patient, c'est que créer une dépendance. Avec on lui fait prendre conscience que là, il peut décider de remonter. Alors, on Je lui fait prendre conseille. conscience, ça, ce serait pas le cerveau audio, à un certain niveau, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'en bas, D'accord. donc ça prenne conscience, ça fasse l'expérience qu'il y a autre chose maintenant, que le cerveau du bas, que le système nerveux est en train d'expérimenter. Et de ce fait, à l'intérieur, pour des raisons qu'on verra plus tard, sûrement on va l'aborder un peu plus tard, il y a des modifications. Le système d'opioïdes là qui est complètement en fonctionnement et qui fige la personne dans le passé devient comment dire surmonté et d'autres mécanismes neurobiologiques se mettent en place pour le contrebalancer et permettre à la personne de sortir de ce figement. C'est comme s'il y avait un reset, une reprogrammation. Le système d'opioïdes n'intervient plus de façon bloquante comme il le faisait jusqu'à présent. Une autre réarrangement neurochimique en particulier a lieu à ce moment-là, selon moi. Est-ce qu'il y a besoin de prendre conscience du trauma, de se souvenir du trauma, ou juste prendre conscience qu'on est dans un état figé, une dissociation suffit parce qu'on peut de plus en plus comprendre, prendre conscience qu'on est en dissociation parce que c'est de mieux en mieux expliqué, donc on Hein. peut l'identifier, mais on n'a pas forcément le souvenir du trauma. Non. Alors, prendre conscience, c'est certainement pas une. Alors, ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on est qu'on est dans des états de dissociation, qu'on est dans des états de figement, qu'on a des systèmes de boucles de pensée, de comportement qui sont redondants, qui sont en lien fondamentalement avec cette dissociation. Ça, c'est une première chose. Maintenant, euh, en prendre conscience ne suffit pas. Pour certains, si. Pour certains, ça peut suffire. Pour certains. Mais quand le trauma est très ancien avec des dissociations profondes dans le système nerveux, ça ne suffit pas. Il va falloir qu'en plus, il y ait une expérience concomitante. Je suis conscient et en même temps, mon cerveau, avec le thérapeute, fait une expérience de sortie de dissociation. Et c'est l'association des deux qui fait, dans l'IR, le soin. D'accord. Je ne sais pas si c'est exactement la question que vous me posiez.
Peut-être, je sais pas où vous en êtes par rapport à votre question initiale. Ça correspond à votre... Oui, bah, complètement. Et du hein, coup, on comprend le rôle du thérapeute et ce besoin d'avoir cette personne sécure hein. pour faire cette expérience de sortie de dissociation. Pour ce qui est des dissociations profondes, Oui, qui s'inscrivent dans le corps et que seul un engagement physique ou un engagement en tout cas relationnel conscient, plus physique, mais quelquefois l'engagement, et on pourrait y revenir, et l'engagement physique n'est pas recevable par le système de sécurité du client, alors il va se faire sur une autre modalité. Mais derrière ça, c'est toujours l'engagement du thérapeute qui peut être requis. Et si la dissociation euh, là où elle se situe dans le système nerveux, c'est-à-dire très profondément dans le cerveau, dans le système nerveux autonome, est là. Alors il faut le thérapeute hier en prend conscience et consciemment met en jeu. à quel moment on sait qu'il faut aller vers un thérapeute, qu'on a besoin de cet appui-là? Parce que moi, j'ai une petite formation sur la théorie polyvagale. J'apprends à observer ces états, prendre conscience de ces états et mettre en place une base de ressources pour aller vers le vagal ventral. Mais ça suffit pas sur une dissociation ou un trauma. Non. Donc, à quel moment on se dit là, j'ai besoin d'aide? En fait, ce que vous êtes moi, je comprends ce que vous êtes en train de me dire, c'est comme la différence entre la psychoéducation et la thérapie. C'est-à-dire que la Oui, psychoéducation est nécessaire. C'est important qu'on prenne qu'on informe notre système nerveux de la théorie polyvagale, entre autres, mais parlons de la théorie polyvagale, parce que ça permet à ce moment-là à notre cerveau du haut le plus conscient, grâce à ces informations, de dialoguer en fait avec le cerveau du bas. Ou je dirais plutôt l'inverse, c'est que le cerveau, système nerveux autonome, euh, qui est euh, qui est quand même qui est décrit, qui est observé, qui fait l'objet de la théorie polyvagale, quand la personne, l'individu, a une information qu'il met dans son cerveau du haut, parce que c'est quelque chose qu'il apprend, qui est une connaissance, mhm, alors ça permet au cerveau du bas d'être vu et de dialoguer avec le cerveau du haut. C'est plus un inconnu, oui, le cerveau du bas n'est plus perçu comme un inconnu, il est connu. Donc ça va permettre des changements de vie, euh, certains, et donc c'est tout à fait à favoriser. Simplement, ça a ses limites. Les limites, c'est les oui, limites de la corrégulation, c'est-à-dire que euh, si on se rappelle de ce qu'on a dit en début de conférence, là, de webinaire, c'est-à-dire qu'à un moment, le traumatisme est dû à un tiers, enfin, et dans une expérience avec un tiers. Si l'état que j'observe de mon système nerveux est dorsal et que grâce à cette réflexion, ce dialogue, j'arrive pas, et tout ce que je mets en place, je n'arrive pas à sortir de l'état dérégulé, oui, principalement dorsal, je suis sympathique, alors c'est que ça indique que j'ai besoin d'un autre. C'est-à-dire que ça indique que mon oui, système nerveux euh, a besoin d'une corrégulation pour faire. Donc je dirais, c'est assez simple. Il faut comprendre et surtout pas forcer. Surtout oui. pas forcer avec l'autothérapie, on peut pas faire d'autothérapie. On peut faire on peut faire s'entretenir, s'informer, avoir développé des attitudes saines, conscientes. Ça, je dirais, ça fait partie de l'hygiène de vie et qui peut tout à fait se décliner dans le champ psychique. On se lave les dents, bien aussi, on peut apprendre à connaître son système nerveux, à développer des attitudes conscientes, respectueuses voilà, de l'état de notre système nerveux. C'est une chose, mais c'est pas la thérapie, parce que la thérapie, Oui. à mon avis, ça nécessite, c'est le point où nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas faire seul. Et quand on s'en rend compte, il faut surtout pas insister. Oui. C'est ça, je dirais, c'est ça le point. Alors, votre approche va bien au-delà de l'Internal Family System et de la TPV. Vous parlez de métaconnexion. Qu'est-ce que Mhm. vous pouvez préciser ce que c'est que la métaconnexion? Bon. Ça, c'est un des deux dimensions, une des deux dimensions de ce que j'appelle l'engagement thérapeutique conscient, qu'on pratique en intelligence relationnelle. Donc, l'engagement thérapeutique conscient, c'est une co-régulation thérapeutique qui a deux jambes. L'une des deux jambes, c'est ce qu'on apprend avec la théorie polyvagale et particulièrement avec les enseignements de Deborah Dana, c'est-à-dire comment s'engager physiquement, consciemment, en particulier avec le toucher, mais pas uniquement le regard, à toute une série de paramètres Oui. physiques. Hein. Comment on peut s'engager, on doit s'engager physiquement pour permettre au système nerveux de notre patient de faire ses reprogrammations, de confronter l'information du passé et l'information nouvelle et permettre de sortir de la situation. Ça, c'est le premier segment, la base. Et puis, moi, j'ai observé que dans certaines situations, cet engagement physique
physique, hein, cette co-régulation physique n'avait aucun effet sur la dissociation. Donc la personne soit restée figée, soit surtout restée dans des patterns de pensée et des situations, oui, et je dirais, moi, des situations d'insécurité relationnelle avec le thérapeute. Donc, ce que j'ai observé, c'est que l'engagement bien conduit, conscient, euh, pouvait se heurter à un mur chez le thérapeute, voire à une réaction d'opposition, de rejet. Donc Ouais, moi, d'accord. je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passe. En fait, ça indiquait, en fait, ma compréhension, c'est que à ce moment-là, la dissociation, la profondeur de la dissociation du client euh, était l'indicateur que cette personne euh, continuait de percevoir, voire percevait encore plus l'insécurité avec le tiers, en l'occurrence le thérapeute, et que il fallait arrêter l'engagement physique et proposer un autre type d'engagement. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça le point. C'est-à-dire on peut, dans ces situations-là, où on pratique l'engagement physique, dire mais ça ne marche pas, la personne reste, voire réagit, voire évite. Et la clé de lecture, c'est de dire, mais, et donc la tendance, c'est de dire, ben, on n'y peut rien. Le système n'est pas prêt, ça c'est des choses qu'on a beaucoup, la personne doit cheminer, le système n'est pas prêt, etc. En fait, non, je crois que dans ma lecture, c'est pas que le système n'est pas prêt, c'est que le système est tout à fait, nous indique clairement que compte tenu du trauma passé, la relation, le niveau de sécurité avec l'engagement physique ne peut pas être atteint à un moment T avec le patient, avec le thérapeute. Et moi, ma proposition, c'est de changer de mode d'engagement et passer à un mode plus indirect, pas direct physique, mais indirect. Et c'est ça le champ de la métacognition. C'est-à-dire passer par le cerveau du haut, c'est-à-dire que le thérapeute s'engage plus avec le cerveau du bas sur un mode physique, mais fait en lien avec son cerveau du bas, lui, en lien avec sa neuroception, avec ce qu'il perçoit et ce qu'il comprend de son propre système nerveux, euh, créer un chemin à l'intérieur de lui pour proposer depuis son cerveau du haut des interventions thérapeutiques. Du style, alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe pour toi quand je comprends ce que tu me dis, quand je comprends que tu es figé? Qu'est-ce qui se passe en toi quand je comprends que? C'est ça la base de la métacognition. C'est-à-dire proposer à la personne de se sentir vue dans ce qu'il vit. D'accord. Et c'est ça l'engagement thérapeutique indirect. Parce que le thérapeute ne quitte pas son client, il comprend que le système nerveux autonome de son client craint encore trop le rapprochement avec le thérapeute, compte tenu du trauma. Alors on lui propose un rapprochement, en fait, sécure, qui va passer par le cerveau du haut. D'accord. Sur la formule, qu'est-ce qui se passe en toi quand je comprends que? Pour les gens qui sont très férus qui connaissent bien tout ce champ-là, c'est simplement l'activation, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Donc, cette affaire de métacognition, c'est très, très connu. C'est des choses qui sont tout à fait identifiées. La métacognition, la théorie de l'esprit. Le modèle IA n'invente rien de ce point de vue-là. Simplement, il a proposé de combiner euh, la métacognition, cette approche indirecte avec l'approche directe, d'en faire une modalité tout à fait bien réglée, mais avec une méthodologie précise, euh, au service des traitements des dissociations profondes. C'est passionnant parce que j'adore mélanger les approches, les techniques. Mhm. Et c'est ce que vous disiez, c'est ce que je dis aussi dans mes articles. La théorie polyvagale, c'est une clé de lecture, Absolument. mais c'est pas un protocole, c'est pas une approche thérapeutique. Euh, Non. Qu'est-ce qui lui manque vraiment pour accompagner? Parce que bah, moi, j'ai des personnes que j'ai formées à la théorie polyvagale avec un peu d'analyse transactionnelle, un petit peu d'IFS à mon petit niveau. Mais finalement, la TPV, c'est un outil pédagogique. Vous parliez de psychoéducation, j'aime beaucoup le terme. Mais ça suffit pas quand on a en face quelqu'un qui a un trauma. Moi, je sais que je renvoie vers un thérapeute. Donc, qu'est-ce qu'une personne qui s'est déjà formée à la TPV pourrait rajouter pour pouvoir vraiment prendre en compte un état bloqué et une dissociation thérapeutique? Alors, déjà, pour prendre le premier segment de votre intervention, c'est vrai que la théorie polyvagale en tant que telle, c'est comme la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement, c'est une théorie descriptive qui est très riche, très solide,
sur laquelle on peut s'appuyer pour proposer des modèles thérapeutiques, mais c'est pas un modèle thérapeutique. Oui. La théorie polyvagale, initialement, n'est pas non plus, n'est pas un modèle thérapeutique. Deborah Dana, d'autres, mais spécialement Deborah Dana, qui m'a beaucoup inspiré, elle propose des modalités d'intervention Oui. qui sont dans le champ thérapeutique, que moi, qu'elle m'a transmise, et qui font partie d'un des segments, en particulier du segment physique de l'engagement thérapeutique conscient. Voilà, donc il faut bien comprendre que la théorie polyvagale, il y a les apports maintenant, la modélisation, le début de modélisation que propose Deborah Dana. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais pas si Deborah Dana considère que ce qu'elle propose constitue un modèle thérapeutique. Je ne sais pas où elle en est. À l'époque, quand j'ai eu moi, ces apports, il y a 4-5, en 2017, elle le disait clairement que non. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Voilà, Alors ça moi, c'est. j'ai fait un webinaire du Polyvagal Institute Ouais. en juin ou juillet dernier. Il Mhm. disait encore que la TPV était une clé de lecture, mais pas Très un bien. protocole, que l'approche de Voilà. Deborah Dana ne consistait pas à un protocole, et qu'en fait, le seul protocole qu'on avait actuellement basé sur la théorie polyvagale, Mhm. c'était les travaux de Jane Winhall, Mhm. comment elle a appelé ça, le False Sense Polyvagal Model, Mhm. qui est D'accord. copié avec le False Sense qu'on trouve dans la littérature de Peter Levine notamment. Mhm. Et Mhm. c'est la seule approche qu'il présente comme protocole. D'ailleurs, je Voilà. remettrai le lien, je l'avais interviewé D'accord. avant l'été, mais non, effectivement, c'est pas un D'accord. protocole. Donc moi je considère que l'intelligence relationnelle est aussi un autre protocole qui permet vraiment, qui intègre complètement la théorie polyvagale comme clé de lecture et qui constitue un protocole thérapeutique. Donc, voilà. Donc effectivement, c'est une clé de lecture qui permet de la psychoéducation et qui permet de faire naître des protocoles thérapeutiques. C'est clair, c'est une clé de lecture fondamentale et qui peut être utilisée, oui, cette clé de lecture peut être utilisée en particulier au service de la métacognition. Et donc en ce sens, c'est le terreau Oui. ça constitue le terreau d'une méthodologie. Donc il y a celle du felt sense dont vous parlez, il y a l'intelligence relationnelle et peut-être d'autres. Celle de Peter Levine, je ne sais pas si elle reprend directement la théorie polyvagale en tant que telle. Je pense que Peter Levine, il reprend des aspects de Alors, la neurobiologie du trauma qui préexistaient à la théorie polyvagale. c'est rigolo, je l'ai terminé avant-hier. Mhm. Mhm. Du coup, il cite la découverte de la théorie polyvagale au début du livre, mais il s'appuie pas dessus Non, c'est ça, dans son approche. en tant que En tout cas, tel. Donc, mais descriptive, il n'invite pas à observer les états ou pas du tout. non, Il est plus c'est ça, sur c'est ça. revivre, enfin, c'est pas le bon terme, mais Mhm. revivre d'une certaine façon l'expérience traumatique pour la transformer. Ouais, c'est ça. Donc il est pas, lui, il n'a pas de référence neurobiologique Non. dans sa modélisation. Bon, moi, je dirais, à notre connaissance, tous les deux aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il y a deux modalités pratiques, qui est le felt sense dont vous parlez, et puis l'intelligence relationnelle. À ma connaissance et à la vôtre. Et l'intelligence relationnelle, c'est en Mhm. français. Donc, je mettrai Oui, le lien ouais, vers ouais. votre site. Vous organisez très régulièrement des formations qui sont très vite complètes. D'ailleurs, vous avez envoyé un mail cette semaine pour les Mhm. nouvelles dates. Mhm. Mhm. Donc, vous avez la possibilité de vous former. Et quelque chose que vous faites que je trouve vraiment une excellente ressource, c'est que sur votre site, vous avez listé les thérapeutes formés. Mhm. Parce que tout le monde ne fait pas ça. Du coup, moi, dès que j'ai quelqu'un qui m'approche pour la TPV, qui me parle de trauma, je les envoie sur votre répertoire, votre agenda. Merci beaucoup, Donc, merci de votre confiance. n'hésitez pas à aller voir le répertoire pour Mhm. consulter un professionnel formé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les formations pour des personnes qui seraient déjà formées à la TPV? Qu'est-ce Ouais. qu'ils vont apprendre en plus dans vos formations? Alors, les personnes formées à la TPV vont apprendre beaucoup, parce que justement, ils vont apprendre une procédure modélisée d'intervention. Donc, ils vont apprendre à comprendre le traumatisme, les sous-bassements neurobiologiques du traumatisme, je dirais, à travers la TPV, mais ça, ils le savent déjà. Ils vont approfondir ces connaissances-là. Et puis, j'augmente ce cadre d'apports comme celui de la cascade de défense, qui permet de comprendre que derrière cette dérégulation, il y a des modifications neurobiologiques qui sont tout à fait importantes à prendre en compte, comme la sécrétion d'endorphines, et comment ça s'articule avec le modèle de la théorie polyvagale. Dans les formations avancées, j'explique que
que le modèle de théorie polyvagale, c'est une porte d'entrée sur la neurobiologie du trauma, mais que en fait, le trauma, ça affecte tout le cerveau dans son ensemble. C'est pas une affaire de nerf vague, c'est pas une affaire du tout, ni de sympathique. C'est beaucoup plus vaste. Il y a les structures cérébrales qui sont impliquées, sont des structures, enfin, il y a tout un réseau, en fait, qui est impliqué et qui est important de comprendre, parce qu'il y a l'amygdale, le cortex préfrontal, la substance grise périnucléale. Donc, tout ça joue ensemble. Donc, c'est ça qu'ils vont apprendre, c'est-à-dire de comprendre l'importance de la théorie polyvagale. En même temps, c'est limite dans la compréhension du travail. Il faut augmenter un petit peu ses connaissances en biologie pour aborder plus profondément ce champ. Ça, c'est un point. Ils vont aussi apprendre des éléments de la théorie de l'attachement, comment la théorie de l'attachement permet de vraiment créer chez le thérapeute des compétences qui dépassent, dont nos clients vont avoir besoin, qui vont dépasser le simple régulation du système nerveux autonome. C'est très important, cette régulation. C'est très important de proposer à nos clients un état de sécurité interne dont il va pouvoir se servir. Mais il faut en plus pouvoir incarner un certain nombre de compétences d'attachement. Et pour les incarner, il faut les connaître. Donc, on va compléter ces éléments de théorie polyvagale et de neurobiologie par les éléments de théorie de l'attachement. Et puis, on va aussi montrer comment on peut, certaines dissociations, je dirais selon moi, plus superficielles, doivent être traitées, par ce qu'on appelle l'aautorégulation, c'est-à-dire le travail de soi à soi, c'est-à-dire trouver en soi-même la ressource et la mettre en jeu avec l'aide du thérapeute, mais mettre l'accent sur le rapport de soi à soi, à partir de ce qu'on appelle son propre self. Donc, et de comprendre qu'il y a deux grandes modalités. Il n'y a pas que la corégulation, mais il y a aussi l'autorégulation pour certains types de situations plus superficielles. Et comment on va apprendre à discerner les situations dans lesquelles la corégulation s'impose, des scènes dans lesquelles l'autorégulation s'impose, et comment le thérapeute, ayant toutes ces représentations en tête, avec une cartographie qu'on lui propose, va être amené à exercer de la flexibilité pour passer d'un mode de régulation à l'autre, autorégulation ou co-régulation. Donc il y a beaucoup, il me semble. Ah, c'est passionnant. J'adorerais la suivre, en tout cas. Ça t'a bien plu. J'avais interviewé Artmela qui avait suivi votre formation. Alors, elle a illustré juste la partie IFS. Je remettrai le lien vers l'article. Mais c'est vrai que la partie intelligence relationnelle est vraiment passionnante. Alors, j'ai une question un petit peu polémique. Vous m'avez dit en préparant l'interview, ce n'est pas le nerf qui fait le trauma. Il y a de plus en plus de livres sur le nerf vague, c'est la grande tendance. On est le microbiote ça se tasse un petit peu. Là, en ce moment, c'est vraiment le nerf vague. Alors, j'ai à peu près tout ce qui est sorti sur le nerf vague. Tous n'intègrent pas la TPV. Mais ce que vous m'avez expliqué, c'est qu'il suffit pas de 3 étapes pour prendre en charge un trauma. Du coup, c'est quoi ces limites? Le nerf vague, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui lisent ces ouvrages sur le nerf vague? Est-ce que ça suffit ou non? Ça tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut, je crois vraiment que tout dépend. Si on veut, je ne connais pas tout ce que vous décrivez, mais sur le nerf vague, mais je pense qu'il y a une espèce de, comment dire ça? Ce qui est décrit à travers le nerf vague est tout à fait intéressant, même s'il y a des réductions. Par exemple, j'entends parler du nerf vague comme le nerf de la compassion. C'est une jolie formule, ce sont des formules. Si ça accroche, si ça permet aux gens de rentrer dans une compréhension plus profonde, c'est parfait. Mais il ne faut pas s'arrêter à un titre comme ça qui est complètement insuffisant pour comprendre la réalité. C'est pas un nerf qui va du tronc cérébral dans le ventre qui nous permet d'expérimenter la compassion qui est une fonction éminemment humaine, relationnelle et sociale. Enfin, c'est même aberrant sur le plan neurologique. Donc, la formule est bonne si on la prend comme une formule. Voilà. Donc, c'est pas un nerf qui fait la compassion, c'est pas un nerf qui va faire la régulation du trauma, c'est pas en stimulant le nerf qu'on va avoir la réponse à tous nos problèmes, c'est juste une modalité commode pour faire passer un certain nombre de messages plus importants. Alors, je crois que c'est ça que je voudrais dire aujourd'hui par rapport à ces formulations. Le nerf vague, enfin, le nerf vague en lui-même, ce n'est qu'un nerf. D'ailleurs, rappelons-le, ça m'était très reproché sur mes premières vidéos où j'étais très enthousiaste, j'avais présenté la TPV, j'expliquais, vous changez d'état et puis vous n'aurez plus cette perception de danger, etc. Et c'était très naïf et très maladroit de ma part parce que le nerf vague, c'est le système nerveux autonome.
Donc, il fait Hein. principalement sa vie tout seul et on n'a pas tellement de levier d'action directe à part la respiration, Il y a un peu, c'est la très limité, corrélation, la très stimulation limité. directe, mais c'est un peu violent. Mais en fait, à un moment, il faut aussi passer par un niveau conscient. Et d'où Ouais, cette association que vous proposez entre la TPV et la métacognition. c'est À un ça. moment, il faut aussi agir de façon consciente. Le Dans un système nerveux conscient. autonome, on ne peut pas faire grand-chose Et, dessus. et comprendre qu'il y a des structures cérébrales entre le cortex frontal et le système nerveux autonome qui sont pertinentes, qui font le lien entre les deux, comme le thalamus, comme la substance respiratoire, c'est une structure. Donc, c'est un réseau. Et c'est complètement, effectivement, naïf. Je ne fais pas ce reproche, mais ce serait complètement naïf de considérer que tout se règle par une histoire de nerfs, de stimulation, de je sais pas quoi. Enfin, c'est complètement. Alors là, pour le coup, c'est presque dangereux. Ou alors, ça peut amener en fait à des expériences aussi décourageantes de personnes qui sont emballées par ces Oui, lectures, qui appliquent et qui se rendent compte qu'il n'y a pas d'effet. oui, Alors que la théorie polyvagale, et c'est une magnifique porte d'entrée sur la neurobiologie du trauma. C'est très commode, c'est simple et c'est très puissant en ce sens. Parce que c'est juste et ça permet un dialogue à la fois à l'intérieur de soi et avec son thérapeute. Donc ça permet d'aller très profond et c'est magnifique. C'est pour ça qu'il faut le garder en tant que tel, comme une porte d'entrée dans un monde merveilleux. oui. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et dès qu'on voit les limites, typiquement, moi je suis juste coach, je suis pas Hein. thérapeute. Quand Hein. je vois que la personne n'arrive pas à sortir de son état figé, j'ai aussi des Hein. personnes qui sont venues se former parce qu'ils avaient des maladies inflammatoires Hein. chroniques et qu'on sait qu'il y a un impact anti-inflammatoire de la nouvelle voie vagale ventrale du nerf vague. Si ça persiste, ça suffit pas, c'est qu'à un moment, soit il faut aller vers la médecine classique, soit il faut compléter la partie thérapeutique avec vos thérapeutes. C'est ça, et comprendre que l'état ventral, le côté ventral, c'est pas, c'est surtout en fait soutenu par le cortex, par tout ce cerveau en avant, qui est lié. C'est vrai que le cortex préfrontal, il est très connecté à la branche ventrale du vague, mais il faut bien voir que c'est un système. C'est pas juste la branche ventrale du vague, c'est le système, tout le système d'engagement social, conscient, relationnel, qui est impliqué. Donc la branche ventrale du vague, elle n'est que la partie émergée du système. Oui. Mais donc, quand on parle de ça, on doit parler du système dans son entièreté, avec toute Alors, la dernière complexité question. que c'est que ça revêt. Hein. Oui. Dernière question, comment est-ce que vous voyez le futur de la thérapie des traumas? Parce que là, on a des nouvelles clés de lecture, donc on peut de plus en plus prendre Hein. conscience qu'on peut avoir vécu un trauma. On a des nouveaux outils pour les prendre en charge, pour réussir à en sortir. D'après vous, est-ce qu'on pourra tous guérir nos traumas d'ici quelques années? Ah, ça, je l'espère. Est-ce qu'on pourra? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que on a vraiment maintenant à disposition de plus en plus de thérapies qui sont des thérapies qui s'ajustent au plus près de la neurobiologie du trauma, donc qui permettent vraiment des transformations, des modifications. Et je dirais pour moi, c'est toutes ces thérapies qui vont vers, qui s'approchent du corps. Donc pour moi, les thérapies innovantes, c'est des thérapies qui intègrent la neurobiologie, qui intègrent la Mhm. dimension corporelle. Ça, c'est clair. Et je pense qu'on fait on peut pas revenir en arrière et imaginer qu'on peut guérir des traumas uniquement par une thérapie, à mon avis, par la parole, sans dimension physique intersubjective avec le thérapeute. Moi, je pense que ça doit être revu vraiment. Et Mhm. donc, si vous me parlez de l'avenir, je pense que l'avenir, ce sont des thérapies que moi j'appelle neurobiologiques, qui intègrent la dimension, tout ce qu'on vient de dire. Oui. Et puis derrière ça, et qui intègre aussi les éléments de la théorie de l'attachement, Oui. ce nous renseigne, les informations que nous donne la théorie de l'attachement sur la façon dont nous fonctionnons et dont le thérapeute est amené à s'engager, à se positionner vis-à-vis de son client pour lui permettre de sortir un certain nombre de difficultés. Ça, c'est aussi un point important. Théorie de l'attachement, neurobiologie, engagement, ça, ce sont des points clés. Et puis, moi, ce qui me vient après, c'est métacognition. Et avec métacognition, c'est le champ des thérapies assistées par les psychédéliques. Je pense que pour observer, avoir beaucoup lu et puis voir ce qui se passe, je pense que les psychédéliques sont vraiment sont une ressource, constituent une ressource incontournable. J'avoue Et que, enfin, j'en avais vu incontournable. avec Quantum Web et ça me fait peur, hein. Oui.
Vous voulez me dire pourquoi? C'est intéressant. J'ai fait une expérience psychocorporelle qui n'était pas du tout avec Mhm. des substances psychédéliques, mais qui m'a fait une grosse remontée traumatique, Mhm. à tel point que j'ai été déclarée bipolaire à ce moment-là. Mhm. Et j'ai refait une crise maniaque. Du coup, j'ai peur que si je vais sur ce genre de substance, ça me D'accord. redéclenche une Alors, crise maniaque. il faudrait voir, alors ça c'est un point important, il y a des contre-indications claires avec ces substances, mais à condition qu'on respecte des contre-indications claires, ces substances se manifestent sur la base de scientifique comme des substances très sûres. Il n'y a pas de dose létale avec la psilocybine, ça veut dire il y a pas de dangerosité, il n'y a pas de dose létale à la différence de l'alcool par exemple. Ouais, L'alcool, il y d'accord. a une dose létale. Avec la Mhm. psilocybine, il n'y a pas de dose létale. Ça, c'est un premier point. Ça veut dire qu'il faut en prendre des kilos, mais ça veut dire qu'il n'y a pas il y a pas un seuil au-delà duquel le corps est mis en danger de façon vitale. Il n'y a pas ça. Et c'est démontré. Il y a plein d'éléments qui montrent que l'usage, la psilocybine fait partie des substances psychoactives, comme les qui sont les moins dangereuses. C'est démontré. Par contre, il y a des critères qui sont effectivement les critères d'antécédents personnels ou familiaux, d'état maniaque, de troubles de l'humeur ou de psychose. Donc ça, je crois que ça fait partie des critères qu'il faut absolument respecter. À partir du moment où c'est respecté, ce sont des médicaments à la fois très sûrs, ça c'est démontré, et deuxièmement, qui permettent, à mon avis, de travailler sur, parce que ça augmente beaucoup la connectivité dans le cerveau, et je pense que cette augmentation de la connectivité dans le cerveau permet d'augmenter le dialogue entre le cerveau du bas et le cerveau du haut. Et D'accord. donc permet vraiment au cerveau du bas de euh, sortir de dissociation profonde parce que il a en face de lui un cerveau du haut qui est très informé, très connecté, très associé. Bon voilà, D'accord. comme dit. Et donc, Ouais, il n'y a pas la chape du déni qui fait que parfois on n'arrive pas à aller à la source du problème. oui, on pourrait dire ça. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a un niveau de sécurité interne obtenu par la connexion entre les différentes structures cérébrales qui permet d'accéder probablement. Si vous me parlez, moi, de l'avenir, moi, je pense que, à condition que ce soit fait en lien avec des thérapeutes Mm. compétents, je pense on a vraiment là des champs d'évolution importants. Est-ce que tout le monde guérira de son traumatisme? Je n'en sais rien. Mm. Mais je pense qu'on a vraiment des champs d'action, des leviers d'amélioration très importants pour l'avenir. Alors, en ce qui concerne votre expérience, vous ne m'avez pas dit ce que vous aviez pris comme substance, mais Alors, c'était pas une substance, c'était un protocole psycho-énergétique avec des exercices de mouvement de respiration. Je vais pas le donner parce que vu d'accord, l'impact non, bien qu'il a eu sûr, sur moi, je trouve qu'il n'est d'accord, pas du tout sécure à transmettre. ouais, j'entends bien. Mais c'est juste une séquence psychocorporelle, un peu comme le FT, mais plus sur l'ensemble du corps. Je pense que c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit bien qu'on peut vivre des expériences dangereuses qui ne sont pas médiées par des substances. Donc, il faut Oui. sortir de cette idée, il y a des substances dangereuses, il y Mm. a des pratiques dangereuses, il y a des pratiques sécures et des substances tout à fait sécures. Voilà, ça c'est merci de le nommer parce qu'on peut vraiment se Et trouver. c'est dangereux parce que un protocole qu'on trouve très facilement, il est public, il est dans un livre. Mais pour le coup, je trouve ça pas si sûr de le donner, au moins sans avoir un livre qu'il peut y avoir une remontée traumatique et qu'est-ce qu'on fait en cas de remontée. Eh bien, je pense que ça pose la question des limites de l'autorégulation. Faites des choses Oui. tout seul, il y a un moment que, comprendre que quand on modifie l'état du cerveau, si ce cerveau, tout d'un coup, euh, expérimente un état d'insécurité en lien avec une expérience traumatique, eh bien, avec un tiers, avec un person externe, Oui. il va se retrouver dans un conflit Mm. et, et dont il va se sortir en augmentant, en réactivant les processus de dissociation. Parce qu'on le remet en situation de faire face à un traumatisme dans lequel il était seul, dont il n'a pas pu s'échapper. Et c'est ça tout le problème. Donc je pense que c'est ça la clé. Que ce soit des interventions ou des substances, à partir du moment, il faut bien savoir que notre cerveau, pour moi, dans toutes les situations, à un moment, va avoir besoin d'un tiers Mm. pour Mm. dépasser la dissociation. Voilà. Donc c'est la question de la corrégulation et du besoin existentiel qu'un être humain, un impératif biologique qu'il a, d'être toujours en relation avec d'autres et de recevoir du soutien d'autres pour pouvoir avancer. Voilà, c'est ça. Bon, ne restez pas seul.
Merci beaucoup, docteur. Alors, je vais Merci, mettre le Sarah. lien vers votre site. Si vous avez les formations pour les thérapeutes et les praticiens de l'accompagnement qui voudraient se former. Est-ce que vous avez d'autres actus, notamment je sais que vous travaillez actuellement sur un livre. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'il est Oui. prévu? Alors, je suis en train d'écrire un article un chapitre de livre qui va paraître, je pense, fin 23, début 24. C'est un livre qui recense les expériences de thérapeutes européens qui amènent la théorie polyvagale dans leur champ de référence. Et donc, ce livre va paraître en fin d'année. Donc, ça, c'est un point important. Ce sera la première publication officielle de la méthode. Voilà ce que je peux dire voilà, de l'évolution. Le modèle hier aussi arrive en Amérique du Nord, dans le monde anglophone, donc il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont intéressées par la possibilité, pour eux ou pour d'autres, d'avoir accès à la formation en anglais. Et ça Oui. commence à se développer à travers des formations à Montréal en particulier. Et puis, dans les mois à venir, on va aussi avoir des programmes de sensibilisation, d'information, non pas de formation, mais d'information par Internet. Donc tout ça va se mettre en Ah, place. c'était ma dernière question. Est-ce qu'on pouvait se Ouais. former en ligne? Donc, ça va venir. Alors, c'est intéressant. Alors, former, non. Pour la raison de faire la différence entre l'information et la formation. D'accord. Informer nous permet de faire de la psychoéducation jusqu'à un certain point, mais pour aller à l'endroit où nos patients en ont besoin, alors je pense que l'étape présentielle est si on parle de co-régulation et si on considère que la co-régulation, moi ce que je considère est une étape clé dans le traitement du trauma, euh, fondamentale, alors il faut pouvoir l'expérimenter. En tout cas, il faut que l'apprenti en fasse l'expérience avec son propre corps, avec celui du formateur et les autres stagiaires. Au moins dans l'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pratiquer la méthode en ligne. On peut pratiquer la méthode en ligne. D'accord. Je pense que ce serait tout à fait problématique de se former Oui. complètement en ligne. Donc, on réfléchit à tout ça. On va pouvoir proposer peut-être des formations hybrides. Enfin bon, en tout cas, Oui. dans un premier temps, à court, à moyen terme, ce sont des informations en ligne que nous ferons. Très bien. Mais je vous remercie. Comptez sur moi pour relayer. Je pense que je Merci ferai beaucoup, gagner votre Sarah. livre quand il va sortir. Ouais, Et merci beaucoup. merci à vous et prenez soin de vous. Merci, Sarah. Vous de même. Au revoir. Au revoir.